Rebonjour. Alors pour terminer ce cours sur les valeurs propres et les vecteurs propres et les méthodes numériques pour les déterminer, enfin les approcher, je vais vous parler maintenant de l'algorithme PageRank de Google. Alors Google, pour tout le monde, hein, initialement c'était effectivement un moteur de recherche. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus énorme. Mais à la base de cette société, il y a des travaux en fait universitaires de deux chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis, non pas sur l'aspect, on va dire, recherche de pages contenant des mots-clés donnés, mais sur l'aspect plutôt classement de ces pages, on va dire pour un ensemble de mots-clés donnés, qui nous donne un certain nombre de pages, classement de ces pages en fait par un ordre de pertinence, on va dire qui est associé à une note. Et donc l'algorithme PageRank, qui est vraiment la chose qui fait l'intérêt de Google, c'est cet algorithme-là qui nous intéresse. Voilà. Alors finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, euh, cette note, comme quelque chose d'assez intuitif. Par exemple, on va dire qu'une page va être importante, va être pertinente. Par exemple, il y a beaucoup de pages, d'autres pages web, qui contiennent des liens vers cette page. Mais on voit bien que ce n'est pas forcément si simple que ça, parce qu'il faut que les pages elles-mêmes qui pointent vers cette page qui serait pertinente, elles-mêmes aient une certaine pertinence. Voilà, donc on voit finalement qu'il y a une espèce de relation un peu récursive là-dedans, et qui n'est pas forcément facile à formaliser, sauf si on utilise une approche plus mathématique, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc faites bien la différence entre le moteur de recherche, qui permet de vous proposer des pages contenant des mots-clés, et puis derrière, l'ordre dans lequel est présentée ces pages-là, et qui est donné par le PageRank. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'article original donc de ces deux chercheurs, Page et Brin, on peut le trouver assez facilement sur le site de l'université de Stanford. Voilà. Alors, pour étudier ça, on va dire efficacement, donc on va utiliser un modèle. Alors le modèle qu'on utilise pour représenter le web, c'est tout simplement la chose suivante, c'est-à-dire c'est un graphe. D'accord? Donc les nœuds de ce graphe, ça va être des nombres entiers, d'accord, qui sont dans un ensemble qu'on appelle E ici, qui contient les entiers de 1 jusqu'à n. Et les liens qui associent ces différents nœuds, en fait, l'ensemble de ces liens qu'on appelle l'ensemble A, c'est tout simplement un ensemble de couples, d'accord, qui appartient au produit cartésien de E par lui-même. Et donc là, on exclut, on va dire, les liens d'une page vers elle-même, d'accord, donc d'un nœud vers lui-même. C'est pour ça qu'en fait, dans la définition de A, ici, on empêche X d'être égal à Y, d'accord. Voilà, alors chose importante, ce graphe aussi, il est orienté, d'accord, c'est-à-dire que les liens, ils ont une direction bien particulière. Voilà. Alors, dans les façons de représenter ce graphe, du point de vue informatique, c'est des choses qu'on sait assez faire facilement à l'aide, par exemple, de structures de données avec des pointeurs, d'accord. Donc là, on va plus faire des maths, d'accord. Donc ce qui est le plus simple pour nous, c'est d'utiliser, alors ce qui est fait dans tous les livres finalement, dans tous les travaux en maths qui ont à voir avec la théorie des graphes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une matrice d'adjacence. Donc la matrice d'adjacence, c'est d'un graphe, c'est une matrice telle que à la ligne I et à la colonne J, on a un 1 s'il existe un lien entre les nœuds numéro I et numéro J du graphe. D'accord? Donc là, par exemple, ici, pour notre mini-web en fait, que vous voyez au-dessus, la matrice d'adjacence, c'est la suivante. Alors, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'à une ligne donnée, par exemple, si je prends la ligne 1, ok, à la ligne 1, je sais que donc, le nœud numéro 1 va aller vers le numéro 2 et le 2 numéro 3. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Alors on peut avoir aussi une vision par colonne. Par exemple, si on regarde la colonne numéro 1, eh bien elle nous dit s'il y a des nœuds qui ont des liens qui arrivent vers le nœud numéro 1.
Donc là, on voit bien qu'il n'y en a pas du tout, et c'est effectivement le cas, il n'y a rien qui arrive sur sur le nœud numéro 1. Voilà. Donc, juste un petit mot à propos de ces matrices. On voit que typiquement, une matrice d'adjacence, c'est une matrice qui a, on va dire, des zéros pratiquement presque partout, sauf si par exemple le graphe est complètement connecté. Alors complètement connecté, ça veut dire par exemple que à partir de n'importe quel nœud, il existe un lien vers d'autres nœuds. Alors on sait bien que si on imagine le web, euh, toutes les pages web qui existent, par exemple dans utc.fr, on est bien d'accord que il ne va pas y avoir sur chaque page des liens HTTP, etc., vers toutes les autres pages. Donc ça veut dire que typiquement cette matrice d'adjacence, elle a vraiment beaucoup plus de 0 que de 1, et c'est ce qu'on appelle typiquement une matrice creuse. Alors, le fait d'être creuse, donc c'est un fait, et c'est quelque chose qu'on peut exploiter du point de vue informatique dans la façon dont cette matrice est stockée, par exemple en mémoire, c'est-à-dire qu'en ne stockant que finalement les coordonnées des termes qui sont dans nul et leurs valeurs. Voilà, c'est ce qui se passe dans Scilab et c'est ce qu'on peut utiliser. L'intérêt, c'est qu'on peut par exemple utiliser ces matrices finalement stockées en creux de manière complètement transparente. On peut faire de l'algèbre avec et mélanger les matrices creuses et puis les matrices classiques finalement qu'on appelle pleines. Voilà. Donc cette matrice, on va la retrouver par la suite. Donc si on veut regarder par exemple la tête de la matrice d'adjacence pour toutes les pages web qu'il y a sur le site utc.fr et en considérant, on va dire, tous les liens qui existent à l'intérieur du domaine utc.fr. Donc ça veut dire que ça peut aller sur des laboratoires, sur le site de la BUTC, etc. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble cette matrice. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a représentée dans Scilab. On a mis un petit point bleu, d'accord, à chaque fois qu'il existe un lien entre, on va dire, donc la page numéro I vers la page numéro J. Voilà. Donc faites bien attention, quand on représente comme ça notre matrice d'adjacence, ce qui joue le rôle de l'ordonnée, d'accord, c'est le numéro de ligne, d'accord, et ce qui joue le rôle d'abscisse, c'est le numéro de colonne. Donc il faudra bien faire attention, par exemple, si vous représentez cette matrice vous-même dans Scilab, il faut bien faire les choses dans le bon sens. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sur cette modélisation. Alors, l'idée qu'il y a derrière l'algorithme PageRank, finalement, c'est d'essayer, alors maintenant qu'on a un petit peu un modèle de l'environnement, on va dire, de l'objet mathématique qui représente en fait l'environnement dans lequel on va venir finalement se comporter comme un utilisateur de web. Donc on va imaginer, alors c'est ce qu'on appelle typiquement une marche aléatoire. Alors peut-être que ceux qui ont fait la spécialité maths en terminale ont déjà entendu parler de ces marches aléatoires. Donc l'idée c'est qu'il faut trouver un modèle de la façon dont se comporte un utilisateur, d'accord, quand il va venir se promener parmi les pages du web. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le promeneur il va partir d'une page donnée, ok, et puis après il va venir aller accéder à d'autres pages en fonction des liens vers les autres pages qu'il va avoir sur une page donnée. Alors soit effectivement il va suivre des liens, on va dire que par exemple lorsque vous en avez un certain nombre, bon, il va peut-être choisir de manière complètement uniforme l'un des liens qui lui sont présentés, mais ce qu'il faut imaginer aussi c'est que si éventuellement il n'y a pas de lien qui l'intéresse, eh bien l'utilisateur va par exemple carrément retaper une autre adresse dans la barre d'adresse, donc pour finalement se téléporter vers une autre page qui n'était pas accessible explicitement à partir de la page donnée. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut modéliser de la manière suivante. Donc cette probabilité finalement de téléportation, c'est-à-dire de ne pas suivre des liens, typiquement c'est quelque chose qu'il faut régler dans l'algorithme. Donc cette probabilité, elle va être plutôt petite, d'accord? Et ici, elle va être égale à une quantité qui est égale à 1 moins Q, pour Q valant à peu près 0,85. Donc ça veut dire qu'on aura toujours, on va considérer qu'il y a 85 chances sur 100 que l'utilisateur suive effectivement un lien qui est présent sur une page donnée pour aller vers une page suivante, d'accord? Donc,
Le modèle, c'est le suivant. Donc, en utilisant cette valeur Q, d'accord, qui est proche de 1, donc il faut imaginer que 1 moins Q est proche de 0. Donc, avec la probabilité 1 moins Q, on va finalement se téléporter, hein. C'est typiquement l'expression qui est utilisée je crois, dans l'algorithme, sur n'importe laquelle des n pages du web, d'accord? Donc c'est pour ça que dans le graphe qui est au-dessus, finalement, dès l'instant où on met cette possibilité de téléportation, alors qu'initialement le graphe n'était pas complet, c'est-à-dire que tous les liens n'étaient pas, tous les nœuds n'étaient pas connectés, le graphe devient nécessairement ici complet, d'accord? C'est-à-dire qu'on a forcément, à partir d'un nœud, une arête, enfin, ou un arc, vers tous les autres nœuds, ok? Alors, bien évidemment, en termes de probabilité, il est clair que tous les nœuds, finalement, n'ont pas le même poids si, par exemple, on associait une probabilité à chaque arc, d'accord? Donc, avec la probabilité 1 moins Q, on choisit une des n pages, d'accord? Donc, on est d'accord que des pages, vous en avez une, vous en avez n. Donc, la probabilité de choisir une page parmi n, c'est 1 sur n. Et si ça, c'est avec la probabilité 1 moins Q, la probabilité associée, c'est 1 moins Q sur n. Voilà. Donc, le complémentaire maintenant, c'est-à-dire que avec la probabilité Q, donc puisque Q plus 1 moins Q, ça fait 1, si la page n'a pas de lien, donc ce qui peut arriver aussi, donc de la même manière, on va choisir aléatoirement une des n pages. D'accord? Donc on est forcé de se téléporter puisqu'on ne peut pas aller plus loin. Donc là, c'est clair que la probabilité, c'est toujours donc 1 sur n de choisir une des n pages et multiplié par la probabilité Q. Ok? Donc Q sur n. Donc, et donc si par contre la page a des liens, donc c'est un peu la situation intéressante, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, on va suivre aléatoirement et uniformément, c'est-à-dire qu'on va choisir, le promeneur va choisir une des pages vers lesquelles il peut aller. Alors on est d'accord que le nombre de pages vers lesquelles on peut aller à partir d'une page web, en fait il faut considérer la ligne I de la matrice d'adjacence. Donc il y a un à chaque fois qu'il y a un lien, d'accord, vers une autre page J. Donc la somme pour J variant de 1 à n des CIJ, ça donne le nombre de liens qui existent vers des pages sortantes. Ok? Donc là, la probabilité de choisir une de ces pages, c'est 1 sur ce nombre, d'accord? 1 sur somme pour J variant de 1 à n des CIJ, et donc il faut le multiplier par Q, puisqu'on fait cela avec la probabilité Q. Voilà. Donc là, normalement, on a finalement les trois probas qui nous permettent de construire. Alors quoi, par exemple? Ben, on va ici numéroter ces différentes probabilités par le numéro de la page à laquelle on se trouve et éventuellement le numéro de la page vers laquelle on pourrait aller. On va mettre tout ça finalement dans une matrice qu'on appelle P, d'accord? Et donc on va définir la probabilité de passer de la page I à la page J. Donc celle-là, elle se définit en fonction de la façon dont on a défini finalement les différentes façons de se comporter de notre promeneur. Donc on est d'accord que si que la probabilité à partir d'une page donnée de se retrouver sur n'importe quelle autre page, finalement, elle est égale à forcément 1 sur n, d'accord? Puisque soit on choisissait avec une probabilité 1 moins q d'aller vers une des n pages, et que si la page n'avait pas de lien, en fait, eh bien, cette proba, c'est q sur n. Donc il est clair que s'il n'y a pas de lien vers une page donnée, donc c'est-à-dire si somme pour j variant de 1 à n des CIJ vaut 0, alors nécessairement la probabilité d'aller vers n'importe quelle une des autres pages, et donc elle est complètement uniforme, c'est 1 sur n. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette matrice, finalement, on va se retrouver parfois, lorsque tous les éléments sur une ligne de la matrice C sont nuls, la matrice de probabilité associée, elle va avoir que des 1 sur n sur la ligne correspondante. Ok? Et donc, par contre, s'il existe des liens à partir de cette page I, la probabilité d'aller vers la page J, ben, ça va dépendre s'il y a effectivement un lien vers cette page J, donc si CIJ est différent de 0, eh bien la probabilité finalement, donc c'est Q multiplié par 1 ici, divisé par la somme pour J variant de 1n des CIJ,
plus 1 moins Q sur N, d'accord? Donc c'est la probabilité complémentaire de se téléporter. Et puis donc voilà. Et puis si CIJ vaut 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lien de la page I vers la page J, eh bien forcément on se retrouve avec une probabilité 1 moins Q sur N d'aller vers cette page J. Voilà. Donc tout ça, ça nous définit finalement une grosse matrice. Alors il faut bien faire attention, cette fois c'est pas vraiment comme la matrice C, elle n'a pas complètement la même structure, puisque à chaque fois qu'on avait une ligne de la matrice C qui valait 0, la ligne correspondante sur la matrice P est complètement pleine finalement. Donc si on veut par exemple faire le calcul de cette matrice P pour notre mini-web, d'accord, donc associé à notre graphe connecté maintenant, alors on se retrouve avec une matrice, on est bien d'accord, qui doit être entièrement remplie maintenant, puisque le graphe est fortement connecté, enfin que le graphe est, pardon, je veux dire complet. Eh bien, donc la matrice est pleine, mais là c'est intéressant quand même de bien la séparer en deux parties pour faire apparaître finalement une structure de cette matrice en deux parties qu'on va pouvoir exploiter quand on va faire fonctionner l'algorithme. Alors, l'algorithme, en fait, on n'en a pas encore parlé d'algorithme PageRank, puisque là on en est toujours finalement à la modélisation de notre promeneur du web qui fait sa marche aléatoire sur le graphe. Donc il y a une première remarque à faire, c'est que la matrice que l'on a construite ici, finalement, c'est une matrice de probabilité. Alors, l'idée, c'est que chaque ligne de cette matrice, finalement, ça correspond à une distribution de probabilité, tout simplement puisque lorsque l'on fait la somme de chaque terme d'une ligne, d'accord, eh bien, on obtient nécessairement 1. Voilà, donc c'est une distribution de probabilité. Et si on regarde pour notre web ce que ça donne comme matrice, alors, comme on l'avait déjà, comme je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, eh bien, on retrouve d'une certaine manière dans la matrice qui est ici, d'accord, qui est en facteur de Q, on retrouve la matrice C, alors qui a été modifiée. Donc en particulier, par exemple, pour la première ligne, où on avait un lien vers les pages 2 et 3, on retrouve ces liens qui sont pondérés finalement par la probabilité d'aller vers une page plutôt qu'une autre, d'accord? Vu qu'il n'y a que deux pages, ça fait 1,5 et 1,5. Et les termes complémentaires finalement qui manquent et qui doivent correctement, normalement, correspondre au lien de cette autre page 1 vers toutes les autres pages. Donc c'est associé finalement à, par exemple, ce terme-là, qui est tout simplement, alors si vous regardez la matrice E fois E transposé, vu la définition de E ici, et bien la matrice E fois E transposé, c'est une matrice qui est carrée, 4 par 4, et qui est remplie que de 1. D'accord? Donc ça veut dire que finalement, par rapport à la matrice qui est ici encadrée en rouge, donc il faut imaginer qu'on est venu additionner à tous les termes de cette matrice 1 moins Q sur 4 à tous les termes. Voilà. Donc l'intérêt ici, c'est de faire quand même apparaître les zéros. Pourquoi? Parce que vous savez bien typiquement que par exemple en Scilab, je sais pas, lorsqu'on va venir additionner un nombre à un vecteur ou une matrice, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière un peu plus efficace qu'en remplissant la matrice. Alors, donc, une fois qu'on a cette matrice, donc on voit bien, on imagine bien comment effectivement on pourrait la construire dans Scilab. Une fois qu'on a cette matrice, on va faire un petit peu de maths maintenant. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle un processus de Markov. Donc un processus de Markov, c'est une suite de variables aléatoires qu'on va ici noter xk. Donc l'indice k, c'est typiquement ce qui va représenter un temps discret, d'accord, qui va évoluer donc, par incrément de 1. Voilà. Donc la notion de processus, elle traduit vraiment cet ajout finalement d'une temporalité à des variables aléatoires. Okay. Donc xk qui va pouvoir prendre ses valeurs dans l'ensemble E qu'on avait défini tout à l'heure, donc c'est un ensemble d'entiers allant de 1 jusqu'à n qui représente nos pages web. Et donc la particularité de ce processus dit de Markov, c'est dans la façon que l'on va passer finalement d'un temps donné au temps suivant.
C'est-à-dire que ici, la probabilité finalement de passer de l'état i à l'état j, c'est-à-dire la probabilité que xn plus 1 soit égal à j, sachant que xn au temps précédent donc, était égal à i, eh bien cette probabilité est complètement déterminée finalement par un nombre connu a priori qui est petit pij, donc à savoir ici le terme ij d'une matrice grand P. D'accord? Donc la particularité du processus de Markov, finalement, cette propriété markovienne, c'est que le futur ne dépend que du passé, que via l'instant présent. D'accord? C'est-à-dire que la probabilité que xn plus 1 soit égal à j, sachant que xn égale à i, elle ne va pas non plus dépendre éventuellement de l'état où on était à xn-1, xn-2, etc. Voilà. Donc, cette matrice P, par construction, elle va forcément être une matrice stochastique, d'accord? Ça résulte de la formule des probabilités totales qu'on va retrouver tout à l'heure. Une caractéristique importante à préciser pour ce processus de Markov, vu que c'est une suite de variables aléatoires, il faut préciser ce qui se passe à l'instant initial. Alors, ce qui se passe à l'instant initial, c'est-à-dire quelle est la probabilité à l'instant initial que le processus se trouve dans un état donné. Alors, quand on parle à chaque fois d'état donné, c'est toujours la valeur finalement qu'a la variable aléatoire, que prend la variable aléatoire xk, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et n. Donc, cette distribution initiale, c'est tout simplement la distribution de probabilité qui nous dit quelle est la probabilité que la variable aléatoire x0 vale une valeur donnée. Donc c'est quelque chose qui a autant de composantes que le nombre d'éléments dans l'ensemble E, d'accord? Donc la première composante ici de π0, c'est la probabilité que x0 soit égal à 1. La deuxième composante, c'est la probabilité que x0 soit égal à 2, etc. jusqu'à la dernière composante qui est la probabilité que x0 soit égal à n. Donc c'est quelque chose qu'on représente là, je précise vraiment comme ça, sous la forme d'un vecteur qui est un vecteur ligne. D'accord? Voilà. Donc, on peut tout à fait imaginer, ce qu'on va faire tout à l'heure, de considérer cette distribution aussi à un instant autre que l'instant initial. Donc en particulier, d'ailleurs, c'est vraiment l'évolution de cette distribution d'un instant discret à l'instant suivant qui va être vraiment l'objet de tout notre intérêt. Voilà. Donc, vu que ce π0 c'est une distribution de probabilité, si par exemple on veut traduire le fait que on part de manière complètement certaine d'une page donnée, par exemple, si on suppose que initialement on est nécessairement à la page numéro i, ben, cette distribution de probabilité, ici elle va avoir 0 dans toutes ses composantes, sauf à la composante numéro i, et donc qui va concentrer toutes les probas, donc qui va forcément être égal à 1. Voilà. Donc la façon d'initialiser ce π0, on verra, c'est pas forcément quelque chose de très important. On en parlera plus tard. Alors, maintenant, en fonction finalement de la façon dont on a défini ce processus de Markov, la façon dont va évoluer donc la distribution de probabilité de notre processus à un instant k, d'accord? Donc là que l'on note au même titre que π0, là c'est πk. Donc la probabilité que xk soit égal à 1 pour la première composante, etc., jusqu'à la nème composante, d'accord? La probabilité que xk soit égal à n, bah, c'est assez facile de montrer que πk plus 1, ça va être égal donc à ce vecteur ligne multiplié à droite par la matrice P, d'accord? La matrice qui caractérise notre transition entre les différents états de notre processus de Markov. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui résulte de la formule des probabilités totales, et puis surtout par le fait que notre matrice P soit stochastique. Alors, pour montrer cette propriété, donc il suffit de considérer par exemple la jème composante de πk plus 1. Donc par définition, la jème composante de πk plus 1, c'est la probabilité que xk plus 1, donc notre variable aléatoire de notre processus à autant k plus 1, soit égale à j. Donc, on peut décomposer cette probabilité en utilisant la formule des probabilités totales, donc en conditionnant par l'événement
associée à l'état de la variable aléatoire à l'instant précédent, c'est-à-dire en xk. Donc c'est donc la somme pour i variant de 1 à n de la probabilité de xk plus 1 égale à j, sachant que xk est égal à i, donc à l'instant précédent. Et donc multiplié par la probabilité de l'événement xk égale à i, c'est donc probabilité que xk égale à i. Okay. Donc, par définition, finalement, cette probabilité-là conditionnelle, c'est exactement la définition de PIJ, d'accord? Donc le terme IJ de notre matrice P. Et le terme qui se situe ici en facteur à droite, ben, par définition aussi, c'est la composante numéro I de la distribution πk. Voilà. Donc, en résumant un peu ça, donc ça nous donne bien somme pour I variant de 1 à n de PIJ fois πki. Donc si on considère bien πki comme étant la ième composante du vecteur ligne πk, ça nous donne exactement, finalement, là, la relation en fait, qui nous donne l'égalité entre une composante de πk plus 1 et puis ce qui est à droite. Donc il suffit de l'écrire tout simplement pour toutes les valeurs de j ici. Et bien ça nous donne exactement la relation tout simplement matricielle hein, qui était à obtenir, soit πk plus 1 est égal à πk fois p. Voilà. Donc, chose importante finalement, c'est que on va voir que ce qui nous intéresse vraiment dans ce processus de Markov, c'est vraiment la distribution de probabilité. C'est vraiment elle l'objet d'intérêt. Et on voit que d'une certaine manière, c'est pas spécialement pour simuler le processus, parce que là on ne fait pas de tirage de variables aléatoires. Quand on effectue πk plus 1 égale πk fois p, mais on étudie finalement l'évolution de la distribution de proba, c'est-à-dire ça permet de savoir d'un instant à l'autre, dans les instants successifs, quelle est la probabilité qu'on soit plutôt sur une page web qu'une autre, quoi. C'est-à-dire que si une composante de πk est plus élevée, vraiment par rapport aux autres, ça veut dire qu'on a une probabilité plus grande, finalement, à cet instant-là, de se trouver plutôt sur cette page web plutôt qu'une autre. Donc c'est là où on commence à voir finalement la relation entre le classement finalement d'intérêt des pages web et puis finalement la probabilité finalement d'être à un instant donné sur une page plutôt qu'une autre. Voilà. Donc l'algorithme PageRank, il est vraiment basé là-dessus et la question c'est de savoir est-ce qu'il existe une limite à cette distribution de probabilité. On a vu que πk plus 1 c'est πk fois p. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe une limite, finalement, tout simplement. Alors cette fois, on ne considère plus le processus aléatoire comme une suite de variables aléatoires. Là, on considère uniquement, finalement, la distribution πk, et qui est donc finalement une suite de vecteurs qui est régie par une relation de récurrence qui est finalement extrêmement simple, qui est la suivante. Et la question, c'est cette suite récurrente, maintenant il n'y a rien du tout d'aléatoire ni quoi que ce soit, est-ce qu'elle admet effectivement une limite? Et l'intérêt de ça, c'est que finalement, si elle admet effectivement une limite, ça va nous permettre de dire que il y a des pages web, d'accord, qui sont associées à des composantes de cette distribution de probabilité qui sont plus importantes les unes que les autres. Donc celles qui seront les plus importantes, ça sera forcément, donc là ici, celles qui auront une probabilité qui est la plus importante, d'accord? Donc la distribution finalement qui correspond à l'algorithme, à celle qui est calculée par l'algorithme PageRank, c'est vraiment cette distribution de probabilité. Voilà, et donc on voit que finalement la façon de la calculer, finalement maintenant n'a plus grand chose à voir avec finalement notre processus de Markov. Et donc la question est de savoir maintenant, est-ce que cette limite, effectivement, elle existe? Alors, si cette limite existe, qu'est-ce qu'elle doit vérifier comme relation? Et ça, c'est un petit peu logique. C'est comme quand on étudie, par exemple, les suites récurrentes dans R et qu'on recherche un point fixe. Là, c'est la même chose. On recherche un point fixe de cette suite. Et ce point fixe, donc ici, va venir vérifier
cette relation pi chapeau fois p est égal à pi chapeau. Voilà. Et donc, la chose qui est intéressante ici, c'est que, eh bien, ça ressemble, c'est même carrément ça ressemble à une équation finalement, une équation valeur propre. C'est-à-dire que ça dit exactement, donc là il faut faire attention parce que c'est une multiplication à gauche, mais bon, la notion de vecteur propre à gauche ou à droite, donc c'est vraiment des choses qui sont assez équivalentes. Ici, ça dit tout simplement que pi chapeau, c'est un vecteur propre de la matrice P, d'accord, et qui est associé à la valeur propre égale à 1, qu'on ne voit pas implicitement, puisqu'elle est là en facteur devant pi chapeau. Donc toute la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, déjà, 1 est effectivement valeur propre de cette matrice-là, et surtout, est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'il y a unicité de la distribution? Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, parce que sinon, ça n'aurait pas finalement d'intérêt, quoi. Alors, l'existence de cette distribution, et surtout l'unicité, elle est garantie par le théorème de Perron-Frobenius. Donc ce théorème, il s'énonce de la manière suivante. Si on considère une matrice stochastique P, donc je vous rappelle, somme des lignes est égale à 1. Alors, de plus, vérifiant la relation suivante, c'est-à-dire qu'il faut que chaque terme de la matrice soit strictement positif. Donc ça se traduit de la manière suivante, qu'on dit que la matrice est irréductible. Alors, dans ce que l'on a fait jusqu'ici, ça c'est quelque chose qui est garanti grâce à la propriété qu'on a ajoutée finalement dans notre marche aléatoire. D'accord, on s'est donné le droit à chaque fois, à chaque instant, d'aller vers n'importe quelle page arbitraire, à partir de la page où on était, avec une probabilité qui est égale à 1 moins q. Donc cette propriété de téléportation, elle nous garantit cette propriété-là, d'irréductibilité. Donc si la matrice est stochastique et irréductible, alors cette matrice, elle admet 1 pour valeur propre, dominante, d'accord, donc ça c'est super important, et surtout unique, d'accord. Donc ça veut dire que si la valeur propre est effectivement unique et dominante, ça veut dire qu'elle est de multiplicité qui est 1. Donc forcément ici, on va se retrouver avec un vecteur propre, là ici qui est à gauche, qui lui aussi est unique, d'accord. Et donc, finalement, alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu implicite dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que ce vecteur propre à gauche, alors vous savez que normalement un vecteur propre c'est quelque chose qui est défini à une constante multiplicative près. Donc là ici, ce qui est important de bien réaliser, c'est que ce vecteur propre ici, pour nous, il faut que ce soit une distribution de probabilité. Donc là ici, ce qu'affirme finalement le théorème, c'est qu'il existe un vecteur propre qui est effectivement une distribution de probabilité. Donc ça sous-entend finalement que toutes les composantes de tous les vecteurs propres ont toujours le même signe, donc ça veut dire qu'on peut toujours se ramener à un vecteur propre dont toutes les composantes sont positives, et donc en particulier aussi que l'on peut le normaliser de manière à ce que la somme de toutes les composantes soit égale à 1. Donc ça veut dire qu'effectivement, pi chapeau, ce soit une distribution de probabilité. Alors, on voit que finalement, on se retrouve dans une situation qui est assez favorable. Donc on a bien compris quel était l'intérêt finalement de cette distribution stationnaire en termes finalement d'interprétation, de pertinence finalement de page, d'accord, puisque si on est de manière plus probable sur une page plutôt qu'une autre, ça veut dire que cette page elle est plutôt plus importante. Et donc, chose importante aussi finalement, c'est que l'unicité de cette valeur propre dominante, elle veut dire aussi que on peut utiliser un algorithme que l'on connaît, qui est l'algorithme de la puissance. D'accord? Puisque une des conditions pour la convergence de l'algorithme de la puissance vers la valeur propre dominante et le vecteur propre associé, c'est effectivement que la valeur propre dominante soit unique. Et donc, ici, c'est encore plus caractéristique finalement, c'est une situation particulière, c'est que l'itération pk plus 1 égale pk fois p, c'est exactement l'itération de la méthode de la puissance,
Et finalement, il n'y a pas besoin d'effectuer de normalisation. Normalement, il aurait fallu diviser par la norme de pk fois p pour une norme arbitraire. Là, ici, finalement, la normalisation, elle est conservée dès l'instant où on considère que, par exemple, la norme, c'est la norme 1. D'accord? Donc la norme consistant ici à faire la somme des valeurs absolues des composantes du vecteur dont on calcule la norme. Ok? Voilà. Donc ça veut dire que vraiment, en pratique, la façon dont on va écrire l'algorithme de la puissance, ici, bah, ça va être beaucoup plus compact que d'habitude, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de normalisation. Alors tout ce qu'il faudra effectivement quand même garantir, c'est que le vecteur π0, eh bien, ce soit effectivement une distribution de probabilité. Voilà. Alors, en pratique, est-ce que Google, quand il fait tourner l'algorithme PageRank, est-ce qu'il fait des produits matrices par vecteur? La réponse c'est non. C'est non parce que bien évidemment, on a vu que la matrice P, à cause de cette histoire de téléportation, elle se retrouvait à être pleine. Donc on ne peut pas stocker une matrice pleine avec, avec 1 milliard de lignes, 1 milliard de colonnes. Bon, je ne sais pas exactement combien il y a de pages web considérées par Google, mais je pense qu'on doit assez facilement atteindre le milliard. Donc cette matrice, elle n'est pas véritablement stockée. Et quand on fait les itérations de l'algorithme de la puissance, ici pour mettre à jour finalement successivement la distribution de probabilité associée aux pages, ici ça se fait plutôt en considérant une base de données qui contient, pour toutes les pages considérées, uniquement les liens existants vers d'autres pages, d'accord? Donc en fait, ça se fait comme ça de manière itérative, effectivement, en parcourant cette base de données à chaque fois, et puis au vol en mettant à jour, finalement, la quantité qui correspond à notre distribution de probabilité. Voilà. Alors nous, en Scilab, on va avoir une approche qui est un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que l'on va effectivement faire des produits de vecteurs par une matrice, mais on va vraiment bien faire en sorte à chaque fois que ces produits-là ne soient faits qu'avec des matrices qui soient creuses, d'accord, donc des matrices qui soient effectivement stockées dans Scilab avec uniquement les termes non nuls et leurs coordonnées, et puis surtout en faisant bien attention que parfois il y a des produits par certaines matrices, de vecteurs par matrice, qui peuvent s'effectuer de manière beaucoup plus simple finalement que en formant la matrice une fois pour toutes et ensuite en multipliant par le vecteur. Voilà. Donc, eh bien, alors quelques mots sur ce qu'on va faire en TD. Donc là, j'en ai déjà dit un petit peu. Donc les données qui vont nous intéresser ici, ce sont les données du site web utc.fr. Donc l'ensemble des pages de ce site et puis des liens entre eux. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et donc à bientôt en travaux dirigés.